Un soldat. Quelle honte. Ma mère a ri assez fort, pour que les 212 invités à la fête de fiançailles de ma sœur entendent chaque syllabe. Elle a épinglé une rose blanche sur la poitrine d'Émilie, puis m'a jeté un coup d'œil, dans une robe dépourvue de toute trace de qui j'étais réellement. La même règle tacite, qu'elle imposait depuis 20 ans. Pas d'uniforme, pas de grade. Pas une seule personne dans cette pièce n'avait le droit de savoir ce que j'étais devenu. Je n'ai rien dit. Pas un mot. Jusqu'à ce que Daniel Carter, le fiancé d'Émilie, un imbécile, qui avait traversé l'enfer et en était revenu, s'arrête au beau milieu d'une conversation. Il a traversé la pièce, et monté sur l'estrade, et a claqué des talons. Amiral Whitman, a-t-il dit dans le microphone. Sa voix n'a pas tremblé. 212 personnes ont cessé de respirer, au même instant. Mais avant de vous dire pourquoi personne dans ma famille ne savait qui j'étais vraiment, depuis 20 ans. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Parce que ce qui s'est passé juste après ce salut militaire, même moi, je n'y étais pas préparé. Laissez-moi vous ramener, au début de cette soirée-là. En fait, plus loin encore. La règle tacite avait une date de naissance, Thanksgiving 2001. J'avais 19 ans. Je rentrais chez moi, pour ma première permission de l'Académie navale. J'avais fait l'erreur, de porter un petit insigne de service sur mon col. Un insigne standard, de la taille d'une pièce de 10 centimes. Ma mère l'a repéré avant même que je n'atteigne le seuil de la cuisine. Elle m'a attrapé le coude, assez fort pour y laisser un bleu en forme d'empreinte digitale. Elle m'a tiré dans le couloir, et a sifflé entre ses dents, enlève ça, avant que quelqu'un ne pose des questions. Je l'ai détaché avec mes 2 mains tremblantes, et je l'ai glissé dans ma poche, comme de la contrebande. Elle a lissé son chemisier. Est retournée dans la salle à manger. Et a repris une conversation sur la pièce de théâtre d'Émilie, sans sourciller. Ce fut la dernière fois, que j'ai apporté quoi que ce soit de militaire dans sa maison. À chaque fête, chaque anniversaire, chaque enterrement par la suite. La règle a tenu. Quand j'ai été diplômé de l'académie, Diane n'est pas venue. Elle disait aux proches, que j'étudiais à l'étranger. Quand j'ai été déployé pour la première fois, elle disait aux voisins, que je voyageais pour le travail. 20 ans de suppression minutieuse, et systématique. Je n'existais pas en tant qu'officier de la marine, dans son monde. J'existais comme une fille vague. Légèrement embarrassante. Qui avait fait des choix non conventionnels. 20 ans plus tard, je suivais la même règle. En entrant à la fête de fiançailles d'Émilie, j'ai choisi une chaise dos au mur. Un réflexe que je ne pouvais pas désactiver. Même en robe de cocktail et talons hauts. J'ai scanné toutes les sorties avant de m'asseoir. L'entrée principale. La porte de service derrière le bar. Le couloir de secours, après le vestiaire. J'ai plié la serviette en tissu à un angle de 90 degrés. Je m'en suis rendu compte. Puis je l'ai froissé de façon lâche, pour que personne ne le remarque. Ce n'était pas des habitudes. C'était le squelette d'une carrière, que l'on m'avait ordonné de cacher, sous ma propre peau. Une femme à la table voisine, l'une des anciennes colocataires d'Émilie, s'est penchée vers son mari. Et a chuchoté quelque chose, en jetant un coup d'œil dans ma direction. J'en avais surpris une version plus tôt, près du vestiaire. C'est la grande sœur. Elle fait un truc avec le gouvernement. Personne ne sait vraiment. C'était le chef-d'œuvre de Diane. Elle n'avait pas seulement caché ma carrière. Elle avait fait en sorte qu'il soit socialement inconvenant de poser des questions à ce sujet. Diane a épinglé une rose blanche sur la robe d'Émilie, au centre de la piste de danse. Le même geste que sur 20 ans de cartes de Noël. Toujours toutes les 2. Toujours encadré comme un portrait que personne n'avait commandé. Elle a prononcé le nom de mon père dans le microphone, sans sourciller. Ce même homme dont elle essayait de m'arracher la propriété, le matin même. Elle a parlé d'héritage, de racines, de tout ce qu'Émilie avait accompli. Elle a fait en sorte que l'on croie, qu'Émilie avait posé chaque brique de la réputation de cette famille, toute seule. Les roses blanches du centre de table, m'ont frappé sans prévenir. Cette odeur, lourde, sirupeuse, étouffante. C'était le parfum exact, qui avait empli le funérarium, le jour où nous avions enterré mon père. La même variété de fleurs. La même douceur écœurante, assez épaisse pour masquer le formaldéhyde, et le bois laqué. L'espace d'une seconde, j'ai eu de nouveau 16 ans.
debout, seul, sur le côté gauche de son cercueil. Regardant ma mère s'agenouiller à côté d'Émilie, et lui caresser les cheveux. Pendant que personne ne me touchait l'épaule. Personne ne regardait dans ma direction. Personne ne prononçait mon nom. De l'autre côté de la pièce, Daniel Carter s'était immobilisé. Ses interlocuteurs riaient encore de quelque chose qu'il avait dit 30 secondes plus tôt. Mais son visage avait changé. Ses yeux sont passés de moi, à l'estrade. De ma mère, à moi. Pas de la curiosité. Une vérification de données croisées. La concentration lente et méthodique, d'un homme qui fait correspondre un visage, avec un briefing classifié qu'il avait lu un jour. Dans un centre d'opération en contreplaqué, à 13 000 km d'ici. Il m'avait déjà vu. Pas à un barbecue familial. Quelque part où il y avait de la poussière dans l'air, et du sang sur le sol. Il a penché la tête, a posé son verre. Et une question s'est gravée dans mon crâne. Que savait cet homme sur moi, que ma propre famille n'avait jamais pris la peine de chercher à savoir? Le garage sentait l'huile de moteur, le WD-40, et les copeaux de cèdre que mon père gardait dans une boîte à café, sur l'établi. J'avais 12 ans. Accroupi sur le sol en béton, je lui tendais une clé à douille, pendant qu'il reconstruisait l'alternateur de sa Chevy Silverado 91. Le sergent de première classe Robert Whitman ne gaspillait pas ses mots. Il communiquait par le biais des tâches. Passe-moi la clé. Tiens la lampe. Vérifie le couple de serrage. Passe-moi le chiffon. Mais cet après-midi-là, il a arrêté de travailler. Il s'est extirpé dessous le capot. A essuyé ses mains sur un chiffon d'atelier déjà noir de graisse. Et m'a regardé de la même façon, dont il aurait regardé un camarade soldat avant un briefing de mission. Tu n'as besoin de personne pour t'applaudir, pour savoir que tu fais ce qui est juste, allez. Tu dois juste le savoir, et moi je le sais. Puis il a ajouté une dernière chose. Un verset qu'il répétait, chaque fois que je quittais la maison pour aller à l'école. Et plus tard, chaque fois que je partais en mission. Sois forte et courageuse. Ne sois pas effrayée. Car tu ne marcheras jamais seul. Ce n'était pas un homme qui allait à l'église. Il croyait en ces mots, de la même façon qu'il croyait au fait de vérifier son équipement 2 fois. Et de ne jamais laisser un soldat derrière soi. 4 ans plus tard, cet homme était dans un cercueil. Le funérarium noyé sous les roses blanches. Le choix de Diane. Le fleuriste de Diane. L'arrangement de Diane. Je me tenais sur le côté gauche du cercueil. Dans une robe que j'avais achetée avec l'argent du babysitting. Parce que personne n'avait pensé à m'emmener faire les magasins. Émilie se tenait à droite, sanglotant sur l'épaule de notre mère. Tandis que Diane tombait à genoux, et berçait sa cadette, comme si elle était la seule enfant de la pièce. Personne n'a touché mon bras. Personne n'a regardé dans ma direction. Le pasteur a prononcé le nom de mon père 11 fois, pendant le service. J'ai compté. Ma mère l'a prononcé 2 fois. Les 2 fois dans la même phrase que celui d'Émilie. Après l'enterrement, les proches ont rempli le salon de ma mère, de gratins et de condoléances. Diane s'est positionnée au centre du canapé. Émilie blottit sous son bras. Recevant les personnes en deuil comme une reine tenant sa cour. Un oncle que je reconnaissais à peine. Le frère de papa, Roy. Qui avait conduit 9 heures depuis l'Ohio. M'a prise à part dans la cuisine. Il sentait l'après-rasage bon marché, et les relais routiers. Ton père parlait de toi tout le temps. Il disait que, à chaque appel téléphonique. Il disait toujours que tu étais celle qui avait hérité de sa colonne vertébrale. Il a regardé vers le salon, où Diane acceptait une tarte d'un voisin. Elle ne te le dira pas. Mais moi, je te le dis. J'ai attendu que ma mère surprenne la conversation. Qu'elle le reconnaisse. Qu'elle se tourne et me regarde depuis l'autre bout du couloir. Elle coupait du gâteau pour les amis d'Émilie. Et n'a jamais levé les yeux une seule fois. Oncle Roy m'a serré l'épaule. La seule personne qui m'a touché de toute cette journée. Et il est retourné à sa voiture. Ce soir-là, j'ai trouvé la boîte à outils de mon père dans le garage. À l'intérieur, glissée sous un jeu de clés Allen, il y avait une photo de moi à l'âge de 10 ans. Tenant un poisson que j'avais attrapé à la maison du lac. Au dos, son écriture, mon aîné. Plus forte qu'elle ne le croit. J'ai plié la photo,
et je l'ai mise dans ma poche. Une autre chose que Diane ne verrait jamais. Les années qui ont suivi sa mort se sont déroulées comme un film dont mon nom aurait été coupé au générique. Chaque conversation au dîner tournait autour d'Émilie. Ses notes, ses amis, sa robe de bal, ses candidatures à l'université. Un soir, alors que j'avais 17 ans, je suis rentré de l'école avec une médaille d'État, de réussite en mathématiques. Je l'ai posée sur la table du dîner, entre la salière et une corbeille de petits pains. Ma mère y a jeté un coup d'œil, de la même façon dont on regarderait un coupon de réduction dont on n'a pas besoin. Bien, a-t-elle dit. Puis elle s'est tournée vers Émilie. Parle-moi des essayages de ta robe, ma chérie. La médaille est restée intacte pendant tout le repas. Pain de viande, haricots verts, et bavardage sur le bal de la rentrée d'Émilie. Après le dîner, je l'ai ramassée moi-même. Je l'ai mise dans ma poche, et je suis monté dans ma chambre. La poche devenait une demeure familière, pour les choses que ma mère refusait de voir. À 18 ans, j'ai apporté une lettre d'acceptation de l'Académie navale des États-Unis, dans le bureau de Diane. Mes mains tremblaient. Mais ma voix était claire, quand je l'ai posée sur son bureau. Elle l'a prise. A parcouru 2 lignes. Et l'a lâchée comme une serviette usagée. Tu n'iras pas. Cet environnement n'est pas approprié, pour une fille de cette famille. J'ai ramassé la lettre sur le bureau à 2 mains. Je ne vais pas la refuser, ai-je dit. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. Mais j'ai maintenu le contact visuel, jusqu'à ce qu'elle détourne le regard en premier. Je ne savais pas alors, que 20 ans plus tard, dans une pièce pleine d'inconnus, quelqu'un prendrait ma défense. Comme je venais de prendre la mienne. Et que cette fois-ci, ma voix resterait aussi stable qu'un pont d'envol, par mer calme. Le jour de Noël 2013. J'en étais à 3 mois sur un déploiement de 16 mois à bord de l'USS Bataan. Je prenais mon quart de milieu de nuit, dans un centre d'information de combat, qui sentait le café brûlé et les processeurs en surchauffe. À 22 heures ce soir-là, je suis allé dans la salle des communications, j'ai décroché le téléphone satellite, et j'ai appelé chez moi. Tonalité d'occupation. J'ai attendu 4 minutes, j'ai rappelé. Occupé. 4 minutes de plus. Occupé. J'ai reposé le combiné sur son socle. J'ai fixé la lumière verte clignotante sur la console, et je suis retourné à mon poste. 3 semaines plus tard, j'ai découvert via l'Instagram d'Émilie, que je consultais une fois par mois depuis un ordinateur de la bibliothèque du navire. Que toute la famille avait assisté à une fête de fiançailles, pour l'une des sœurs de sororité d'Émilie, ce soir-là. Personne n'a pensé à mentionner que j'avais appelé. Personne n'a remarqué que je n'avais pas rappelé. 2 ans après cela, je me suis assise en face d'un avocat du JAG, Judge Advocate General Escort. Dans un bureau exigu de Norfolk, avec des néons bourdonnant au-dessus de ma tête. Et j'ai signé des papiers, pour rediriger 42 000 € de primes de risque accumulées, vers une fiducie anonyme. Cet argent, gagné sur des navires tanguant dans des typhons. Dans des centres de commandement lors d'opérations à tir réel. Pendant des périodes de 6 mois, où je dormais 4 heures par nuit, et mangeais mes repas debout. Cet argent a payé les 2 dernières années de frais de scolarité universitaire d'Émilie. Je l'avais économisé euro par euro. Prime de risque. Prime de navigation. Chaque prime qui accompagnait le fait de se porter volontaire, pour des déploiements dont personne d'autre ne voulait. Pendant que ma sœur dormait dans une chambre universitaire avec une formule repas, je mangeais des nouilles instantanées dans un carré des officiers. Et je dirigeais la différence, vers un fonds portant le nom de mon avocat, et le mien nulle part en vue. Émilie a obtenu son diplôme avec mention. Sa citation de fin d'année remerciait « Maman et Dieu ». Il y avait une photo d'Émilie dans sa toge et sa toque. Diane à ses côtés, rayonnante. Un bouquet de roses blanches au premier plan. Je l'ai trouvée sur les réseaux sociaux, depuis un terminal d'ordinateur de l'autre côté du Pacifique. À 12 fuseaux horaires de toute personne, qui partageait mon nom de famille. J'ai regardé cette photo pendant exactement 8 secondes. J'ai verrouillé l'écran. Et je suis retourné gérer la logistique de la flotte, pour 3000 membres du personnel, qui eux connaissaient mon nom. Le jour où j'ai été promu capitaine, la cérémonie s'est déroulée sur le pont avant, d'un destroyer lance-missile à San Diego. 30 officiers en grande tenue blanche. L'amiral commandant a épinglé le nouvel insigne sur mon col, pendant que mon équipage se tenait au garde à vous, et que le vent du port faisait claquer le drapeau derrière nous.
Un premier maître principal, Chief Petty Officer, qui avait servi sous mes ordres pendant 3 ans, m'a serré la main ensuite et a dit, il était temps, madame. Nous l'attendions. J'ai failli perdre mon sang-froid, sur celle-là. J'ai appelé chez moi ce soir-là, depuis mes quartiers. Portant toujours mon nouveau grade sur mes épaules. Diane a répondu à la 4e sonnerie. C'est bien, allez. Écoute, je suis en plein préparatif pour le dîner d'anniversaire d'Émilie. Je te rappellerai plus tard. Elle a raccroché. Il n'y a pas eu de « plus tard ». Il n'y en a jamais eu. Ce soir-là, je me suis tenu seul sur la plage arrière, la coque bourdonnant sous mes bottes, l'air salin cinglant mon visage. 280 marins dormaient dans des couchettes empilées sur 3 niveaux, sous moi. Confiant dans le fait que leur capitaine maintiendrait le navire sur son cap et les ramènerait à la maison. Ils n'avaient pas besoin que je leur explique où j'étais passé pendant 6 mois. Ils ne demandaient pas pourquoi ma famille ne venait jamais nous rendre visite lors des escales. Ils se fichaient de savoir de qui j'étais la fille. Ils ne se souciaient que d'une chose, quand tout partait en vrille, serais-je encore debout? Un homme, un nom depuis les tout premiers jours de ma carrière. Avait déjà répondu à cette question pour moi, avant même que je n'apprenne à y répondre moi-même. Le colonel Marcus Reyes avait une voix qui ressemblait à du gravier, traîné sur une plaque de pont en acier. 53 ans quand je l'ai rencontré. Bâti comme une cheminée, que quelqu'un aurait rentré de force dans un uniforme. Et chirurgicalement incapable de faire la conversation. Le jour où je me suis présenté à son commandement, à la base navale de Norfolk. 27 ans. Fraîchement affecté. Portant encore l'insécurité silencieuse de quelqu'un à qui l'on n'a jamais dit qu'elle était assez bien, par quiconque encore en vie. Il a poussé un dossier du personnel sur son bureau, sans lever les yeux de son café. Je viens de te nommer, pour le programme de formation avancé au commandement, a-t-il dit. Je ne nomme pas les gens, dont je ne suis pas certain qu'ils feront leurs preuves. J'ai ouvert la bouche pour le remercier. Il m'a coupé, en levant la main. Ne me remercie pas, prouve-moi que j'ai raison. Rompez. 3 ans sous son commandement. Il ne m'a jamais posé de questions sur ma famille. Il n'a jamais évoqué de questions personnelles, pendant les quarts ou les briefings. Il ne m'a jamais traité comme une fille, ou un projet. Ou quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé. Il m'a traité comme un officier. C'était tout. Et cette distinction, si simple qu'elle n'aurait pas dû avoir d'importance, fut la première fois depuis le garage de mon père, que le respect m'était accordé sans condition. Tard un soir, pendant une courte rotation de service, j'ai fait l'erreur de dire quelque chose de personnel. Nous étions les 2 seules personnes dans le centre des opérations. Le café refroidissant entre des piles de planning de déploiement. J'ai mentionné presque avec désinvolture, que ma famille n'avait jamais demandé quel était mon véritable titre de poste. Reyes a posé son mug. La céramique a cliqué contre le bureau en métal, comme un point à la fin d'une phrase. Dans cette unité, tout le monde se fout de savoir si tu es l'aîné ou la cadette. Ce qui leur importe, c'est de savoir si tu tiens bon, quand le navire prend l'eau. C'est tout ce qui compte. Il a repris son mug, et s'est remis à lire. Pas de suite, pas de discours de compassion. Juste la vérité, livrée et terminée. Le Noël où je ne pouvais pas rentrer chez moi. Ou bien où je ne le voulais pas. Je me suis dit que le planning des vols rendait la chose impossible. Reyes m'a invité chez lui. 4 autres officiers, sans famille à proximité, étaient assis autour d'une table pliante dans son salon. Sa femme a servi une dinde trop cuite, avec de la sauce au canneberge en conserve. Quelqu'un a raconté une histoire sur un incident lors d'une permission à Bahreïn. Qui a fait rire toute la table, à en perdre le souffle. J'ai ri aux éclats. Un vrai rire. Le genre qui a détendu des muscles de mon visage, dont j'avais oublié l'existence. Au beau milieu de ce rire, un flash de mémoire m'a frappé. La table à manger de ma mère. Le nom d'Émilie dans chaque phrase. Ma médaille de maths intacte, à côté de la salière. Le rire est resté coincé dans ma gorge, pendant une seconde. Puis Reyes a raconté une blague si terrible, que sa femme lui a lancé un petit pain à la tête. Et l'image s'est dissipée. Des années plus tard, le matin avant mon vol pour la fête de fiançailles d'Émilie. Reyes a appelé. À la retraite depuis 2 ans, mais son réseau de renseignements ne s'éteignait jamais complètement. Il a entendu la tension dans ma voix, avant même que j'aie fini de dire bonjour.
Fais attention à toi avec ta famille, amiral, a-t-il dit. Le grade est sorti comme un ordre permanent, qu'il n'avait jamais annulé. Le champ de bataille le plus dangereux, n'est pas toujours outre-mer, j'ai ri. Court, sec. Plus par réflexe, que par humour. Je lui ai dit que tout irait bien. Je n'avais aucune idée à quel point il allait avoir raison. Le matin de la fête de fiançailles, je suis entré dans la cuisine de ma mère à 7h15. Diane était déjà en armure complète. Fond de teint, anti-cerne, boucle d'oreilles en perles, cheveux relevés en un chignon qui avait dû prendre 40 minutes. Elle était habillée pour une campagne militaire, pas pour le petit déjeuner. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a fait glisser une tablette sur le comptoir en granit, comme si elle servait une assignation à comparaître. Sur l'écran, un bloc d'informations locales. Le genre coincé entre les annonces immobilières et les scores de football du lycée. Le titre n'utilisait pas mon nom directement. Mais les détails étaient une empreinte digitale. Inquiétude soulevée quant à la stabilité psychologique d'un officier militaire supérieur, dans un contexte de tension familiale croissante. Des sources anonymes, des citations. Chirurgicales pour paraître crédibles. Assez vagues, pour esquiver un procès en diffamation. Quelqu'un avait fourni à ce rédacteur, exactement ce dont il avait besoin. Ni trop peu. J'ai reconnu la formulation dans le 3e paragraphe. Cela reflétait des choses que Diane m'avait dites, lors de conversations privées. Les mêmes adjectifs, les mêmes insinuations sur mon incapacité à maintenir des relations saines. Elle avait transformé nos disputes de cuisine en munitions, et les avait remises à un blogueur, qui ne faisait pas la différence entre un scoop et un article à charge. Quand est-ce que ça a été publié, ai-je demandé. Il y a environ 1 heure. La commissure des lèvres de Diane s'est relevée. Pas un sourire. Une signature. Je travaille efficacement. J'ai posé la tablette. Mon empreinte digitale a laissé une tache sur l'écran. J'ai pensé aux 17 heures passées à Kandahar. À l'extraction détournée. Aux hommes qui s'en étaient sortis vivants, parce que j'avais pris une décision, que personne d'autre dans le centre de commandement, n'était prêt à prendre. Et voilà que ma mère, utilisait un bloc d'informations locales, pour remettre en question ma santé mentale avant le petit déjeuner. Elle a laissé cela planer dans l'air de la cuisine, puis a tendu la main derrière la cafetière, et a laissé tomber un dossier juridique sur le comptoir. Le bruit sourd a résonné sur la pierre. À l'intérieur, un accord de transfert irrévocable, pour la maison du lac. La maison du lac de mon père. Celle qu'il avait reconstruite de ses propres mains, sur 3 étés. Coulant lui-même la nouvelle terrasse. Remplaçant les pilotis du quai. Tandis que je lui tendais des boulons dans un seau. M'apprenant à couler des semelles en béton, quand j'avais 14 ans. Valeur marchande, 850 000 €. Le document me priverait de ma part d'héritage de 50%. Et transférerait la pleine propriété à Émilie. Émilie a besoin d'un départ stable, a dit Diane. Les mots sont sortis de manière répétée. Comme un communiqué de presse, qu'elle aurait pratiqué sous la douche. La carrière de Daniel est imprévisible. Elle a besoin de sécurité. J'ai tourné les pages lentement. Le nom de mon père figurait sur l'acte de propriété original. Robert A. Whitman. Sa signature. La même écriture qui avait écrit « Fier de toi » sur une carte d'anniversaire qu'il avait envoyée, à mon premier lieu d'affectation. Et maintenant, sa femme se servait de sa propriété, pour acheter mon effacement. À signer avant ce soir, a dit Diane. Je ne veux pas que ça plane au-dessus de la fête. Elle a redressé les roses sur l'îlot de la cuisine. Blanche, toujours blanche. Toujours la même variété, qu'elle avait commandée pour ses funérailles. Et elle m'a rappelé les règles. Pas d'uniforme. Pas de mention de ton travail. Pas de grade. Pas d'historique de service. Pas de médaille. Ce soir est très important pour Émilie, a-t-elle dit, délivrant la réplique comme un commandement, qu'elle s'attendait à ce que je grave dans la pierre. En me dépouillant de mon héritage, ai-je demandé. À qui est-ce que ça profite, exactement? Diane n'a pas répondu à la question. Elle a répété la phrase, comme le couplet d'un hymne, qu'elle aurait mémorisé des décennies auparavant. Pour la famille. J'ai tendu le bras au-dessus du comptoir, et j'ai posé le dossier. Ni signé, ni refusé. Juste placé là, entre le café froid et les roses blanches.
Et une question est restée suspendue dans cette cuisine, comme une grenade dont on aurait à moitié retiré la goupille. Allais-je signer? Ou allais-je la laisser courir à sa propre perte, avant le lever du rideau? 3 heures avant la fête, le stylo est apparu sur le comptoir. Diane l'a poussé vers moi avec 2 doigts. Sa voix était plus tendue, maintenant. Plus rapide sur les bords. Le tempo d'une femme qui manque de piste de décollage. La fête commence à 19 heures. J'ai besoin que ce soit signé avant l'arrivée des invités. J'ai regardé le stylo. Un Mont Blanc. Mon père n'avait jamais possédé un stylo, qui coûtait plus d'1 euro. Je ne l'ai pas ramassé. Je ne signerai pas. Ma voix est sortie plate. Le même ton et la même cadence, que j'utilisais pour les briefings opérationnels à bord du navire. Pas de chaleur. Pas de tremblement. Pas de négociation. Des informations délivrées à température ambiante. Mon avocat travaillera avec votre avocat. C'est comme ça que les choses vont se passer. 3 expressions ont traversé son visage en 2 secondes. De la confusion d'abord. Une confusion authentique, et sans filtre. Parce que le mot « non » n'était jamais sorti de ma bouche dans cette cuisine, auparavant. Puis du calcul. Ses yeux se rétrécissant, sa mâchoire bougeant. Effectuant des calculs sur l'outil de pression, à déployer ensuite. Puis de la rage. Fine et contrôlée. S'échappant entre ses dents, comme la vapeur d'une conduite de pression fissurée. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. Nomme-moi une seule chose. Silence. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac. Le compresseur du réfrigérateur bourdonnait. Quelque part dans le garage, un tuyau s'est tassé, et a gémi. Et dans ce silence, j'ai vu un flash. Cette même cuisine, 24 ans plus tôt. Moi, à 18 ans, debout exactement au même endroit. Tenant une lettre d'acceptation de l'Académie navale, et disant « Je ne vais pas la refuser ». À l'époque, ma voix s'était brisée sur le dernier mot. Cette fois, elle n'a même pas vacillé. Tu es égoïste, a dit Diane. Tu as toujours été égoïste. J'ai payé 42 000 euros, pour les 2 dernières années d'université d'Émilie. J'ai laissé chaque mot retomber, comme un pas sur un pont en acier. Prime de risque. Prime de navigation. L'argent que j'ai gagné, en mangeant des nouilles instantanées sur un navire de guerre. Pendant que ta petite fille dormait dans un dortoir, avec une formule repas. Via une fiducie anonyme. Pour qu'elle n'ait jamais l'impression de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu ne savais pas ça, n'est-ce pas? Pas une question, une détonation. Le silence après cette phrase a duré 4 tics de l'horloge de la cuisine. La bouche de Diane s'est ouverte. Fermée. Ouverte à nouveau. Rien. Maman. La voix d'Émilie a flotté depuis le couloir. Le fleuriste est là. Diane a cligné des yeux, a redressé les épaules. Est sortie de la cuisine sans dire un mot de plus. Retombant dans son rôle aussi fluidement, que quelqu'un qui change de chaîne. Je suis resté là, seul, avec le dossier non signé, le stylo intact. Et une décision se formant derrière mes côtes, comme de la glace se cristallisant dans une eau immobile. Si ma mère voulait une scène de théâtre, ce soir, je lui donnerais exactement ça. Seulement, pas avec le script qu'elle avait écrit. Je n'ai pas crié. J'ai juste posé les documents. Et j'ai dit 3 mots, que ma mère n'avait jamais entendus de ma part. Si vous avez déjà appris à dire non, à la personne qui vous a donné la vie. Cliquez sur j'aime tout de suite. Si votre cuisine a déjà été témoin d'un amour conditionnel, racontez-moi votre histoire. Le coup est tombé 2 heures avant la fête. J'étais dans une chambre au Holiday Inn, à près de 5 km de la maison de ma mère. Des draps rêches. Un climatiseur de fenêtre, qui faisait du bruit toutes les 40 secondes. Une peinture de voilier boulonnée au mur, au-dessus de la tête de lit. J'y avais fait mon check-in ce matin-là. Préférant cela, à dormir sous le toit de Diane. Après la scène du stylo, j'ai ouvert la porte. Daniel Carter se tenait dans le couloir. Une main tenant son téléphone, l'autre pendante le long de son corps. Comme s'il n'était pas sûr, de devoir saluer à nouveau, ou de me serrer la main. Je vous ai déjà rencontré, a-t-il dit. Une fois, en personne.
Il a montré l'écran de son téléphone. Un rapport après action. Les parties déclassifiées étaient visibles. Le reste était caché, derrière d'épaisses barres de caviardage noir. Kandahar, Afghanistan, 2018. Une opération de récupération conjointe, qui a tourné à la catastrophe. Lorsque la voie d'extraction principale a été compromise, par un EI, engin explosif improvisé. La voie de secours passait par une vallée, sans aucune couverture aérienne. L'ordre de réorienter tout l'élément vers un troisième couloir, que personne n'avait cartographié, est venu d'un centre de commandement conjoint. La signature d'autorisation sur cet ordre était la mienne. Vous avez ordonné le repli, a dit Daniel. Vous nous avez réorientés vers un couloir, qui ne figurait sur aucune de nos cartes. Nous pensions que c'était insensé. Notre chef d'équipe a appelé ça un suicide. Il a fait une pause. Chaque homme de mon unité s'en est sorti vivant. 12 opérateurs. Grâce à cet appel, j'ai porté un copain sur mon dos pendant 600 mètres, dans ce couloir. Et nous avons tous les deux atteint le point d'extraction. Parce que quelqu'un dans un centre de commandement a eu le cran de tracer une nouvelle ligne sur la carte. Alors que chaque autre ligne était une condamnation à mort. J'ai regardé le rapport. La désignation de la mission, que je n'avais pas vu imprimée sur papier, depuis 3 ans. J'ai repensé aux 17 heures que j'avais passées dans ce centre de commandement. Café noir, pas de nourriture. 3 canaux radio ouverts simultanément, calculant les couloirs de risque sur une carte. Pendant que les voix sur la liaison satellite devenaient de plus en plus désespérées à la minute. J'avais pris la décision à 3h47 du matin, heure locale. Je m'en souvenais, parce que l'horloge sur le mur avait une face fissurée. Et la grande aiguille restait coincée pendant 2 secondes, avant de bondir en avant. Votre mère n'a aucune idée de tout cela, a dit Daniel. Pas une question. Non. L'article de ce matin. Celui sur votre stabilité psychologique. C'est son œuvre. J'en suis consciente. Il a posé son téléphone sur le bureau de l'hôtel. Allez-vous la laisser continuer à faire ça? Je me suis assise sur le bord du lit. Les ressorts du matelas ont grincé. J'ai pensé aux mots que mon père m'avait donnés. Portés à travers chaque océan. Chaque quart sans sommeil. Chaque appel satellite, qui se terminait par une tonalité d'occupation. J'ai pensé à la lettre d'acceptation, que j'avais ramassée sur le bureau de ma mère. La médaille de mathématiques, que j'avais mise dans ma propre poche. Les 42 000 €, que j'avais fait transiter par le nom d'un étranger. Pour que ma sœur puisse obtenir son diplôme sans dette. Et remercier Dieu et maman, dans son album de fin d'année. 20 ans de silence. 20 ans de discipline. 20 ans à croire, que si je continuais simplement à performer. À exceller. À garder la tête baissée et mon dossier impeccable. Le respect finirait par arriver de lui-même. Le silence n'est plus une force, ai-je dit. C'est juste de la complaisance. Daniel a hoché la tête. Alors, que voulez-vous faire? Il a ouvert un deuxième fichier sur son téléphone. Une vidéo. Sur l'écran, un général 4 étoiles. Un visage que je reconnaissais, des briefings du Pentagone. Un homme dont le nom ne sera pas mentionné dans cette histoire. Il parlait directement à la caméra. Il a énoncé mon nom complet. Mon grade. Ma position de commandement actuelle. Et un résumé de mon service, qui a pris 14 secondes à délivrer. 14 secondes de séquence, vérifiées par les cachets d'authentification du département de la Défense. Qui ne pouvaient être niés, contestés, ou falsifiés. J'ai fait jouer mes relations cet après-midi, a dit Daniel. J'ai enregistré ça, il y a 1 heure. Comment fait-on en sorte que ça fasse mouche, sans que vous n'ayez à dire un seul mot? J'ai enroulé mes 2 mains, autour du gobelet de café du hall de l'hôtel. Le carton était assez fin, pour sentir la chaleur à travers. Planification de campagne. Évaluation des cibles. Analyse du terrain. J'avais fait ça 1 millier de fois. Dans des salles de briefing, avec des cartes et des images satellites. Identifiant les points faibles. Calculant le timing, à la minute près. La différence, c'était que je n'avais jamais mené d'opération, contre mon propre sang. Mais les principes, étaient les mêmes.
connaissez le mode opératoire de votre adversaire. Laissez-le s'engager dans sa position. Puis, introduisez la variable, dont il n'avait pas tenu compte. Ce soir, ma mère parle la première, ai-je dit. Elle construit son histoire. Elle la pousse aussi loin qu'elle le peut. Le récit sur l'héritage. La mère dévouée. La fille soldat embarrassante. Laissez-la atteindre le point culminant de son propre scénario. Et puis, quelqu'un d'autre fait entrer la vérité. En plein cœur de la pièce. Et la dépose, là où elle fera le plus de dégâts. Daniel s'est adossé à la chaise de bureau. Pourquoi ce soir? Parce que c'est ce soir qu'elle est la plus exposée. Elle a construit une scène. Elle a invité le public. Et elle n'a aucune idée de ce qui s'apprête à s'y jouer. 19h15, le lustre projetait une lumière dorée sur 212 visages. De la musique de chambre flottait au-dessus de la foule. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de classique et de passe-partout, que personne n'écoutait vraiment. J'étais assise à ma table assignée, près du mur du fond. Le dos droit. Mon verre d'eau intact. Les mains à plat sur la nappe. Regardant, comptant les sorties, par habitude. Respirant par série de 4. Diane est montée sur la petite estrade, à l'avant de la pièce. Elle a épinglé une rose blanche fraîche, sur la robe d'Émilie. Le même geste que sur 20 ans de cartes de Noël. Toujours toutes les deux. Toujours encadrées comme un portrait, que personne n'avait demandé à faire peindre. Elle a pris le microphone. Et a offert le sourire qu'elle répétait, depuis 6 heures du matin. Ce soir, nous célébrons un héritage, a-t-elle commencé. Elle a parlé de tradition. De valeur. De la fierté, qu'aurait ressenti Robert. Elle a prononcé le nom de mon père. Et je l'ai regardé former les syllabes d'un homme, qu'elle avait trahi depuis le matin où son cercueil avait été fermé. Elle a parlé de la force d'Émilie, de l'éducation d'Émilie, de l'avenir d'Émilie. Elle a fait en sorte qu'on croie qu'Émilie avait posé chaque brique, toute seule. Puis ses yeux ont balayé le fond de la pièce. M'ont trouvé. Son sourire s'est aiguisé, pour devenir quelque chose qui n'était plus un sourire. Certaines personnes perdent leur chemin, a-t-elle dit. Elles poursuivent des choses, qui semblent importantes, et oublient ce qui compte vraiment. La pause était théâtrale. Travailler. Un temps d'arrêt qu'elle avait chronométré. Un soldat. Quelle honte. Rire aux tables de devant. Quelques têtes se sont tournées vers moi. Une femme que je ne connaissais pas, s'est couvert la bouche. Je n'ai pas scié. J'ai compté mes respirations. Mes mains sont restées à plat. Daniel était déjà en mouvement. Il a traversé la pièce, en s'y enjambé. Je les ai comptés aussi. De la façon dont je comptais tout. Il est monté sur l'estrade. Et a retiré le microphone de son support, avant que le maître de cérémonie n'ait pu le faire. Le quatuor à cordes s'est arrêté, au milieu d'une mesure. La dernière note est restée suspendue en l'air, comme une inspiration retenue, que 200 personnes refusaient de relâcher. Avant d'aller plus loin, a dit Daniel. Sa voix remplissant la pièce sans effort. Il y a quelqu'un ici, à qui je dois m'adresser directement. Il s'est tourné vers moi. Sa colonne vertébrale s'est redressée. Ses talons se sont heurtés, produisant un claquement sec et net, qui a résonné jusqu'au plafond. Sa main droite s'est levée à son front, dans un salut militaire réglementaire complet. Amiral Whitman. La salle n'a pas halté. Elle s'est fracturée. 212 voix sont entrées en collision, à la même seconde. Chuchotement. Respiration brusque. Chaise raclant contre le marbre. Toutes les têtes se sont tournées. Tous les yeux m'ont trouvé à la table du fond. Assise, immobile, les mains à plat. Le visage ne laissant rien transparaître. Daniel s'est approché du podium. A branché son téléphone au câble auxiliaire de la salle. Et le grand écran derrière lui s'est allumé. Texte blanc sur fond bleu foncé. Mon nom est apparu en premier. Puis mon grade, contre-amiral, marine des États-Unis. Puis ma désignation de commandement. Chaque ligne portait un sceau d'authentification du département de la Défense. Puis, la voix du général a empli la salle. Profonde. Paisible. La résonance grave d'un homme habitué aux pièces,
où ses paroles déplaçaient des navires de guerre. Le contre-amiral Alec Whitman, occupant actuellement le poste d'officier commandant. Il en a dit assez. Plus qu'assez. Il a nommé les opérations que j'avais commandées. Il a fait référence à des citations pour lesquelles, la plupart des gens dans cette pièce, n'auraient même pas su prononcer le nom. 14 secondes de vidéo. Étage 20 ans de fabrication, se sont effondrés. Comme une structure, dont on aurait retiré le mur porteur. Les gens se sont levés. Non pas pour applaudir. Ce mot ne convient pas. Ils se sont levés de la façon dont on se lève, lorsqu'on réalise que le sol sur lequel on marche, a été construit sur un mensonge. Et que la vérité, vient juste d'entrer en robe de soirée. Un homme près du devant, l'un des professeurs d'université d'Emily. Quelqu'un qui avait gloussé à la blague sur les soldats de ma mère, 30 secondes plus tôt. A mis sa main sur sa bouche, et a fixé l'écran. Une femme au bar a posé son verre, si fort que le sous-verre en a été fendu. Elle m'a regardé comme si elle voyait une personne, là où se trouvait auparavant une ombre. Parce que c'était le cas. Ils l'étaient tous. La reconnaissance, n'était pas une célébration. C'était une correction. 20 ans de sacrifice, dont on avait délibérément, et systématiquement, empêché chaque personne dans ce bâtiment, de prendre connaissance. Diane a bondi vers l'estrade. Toute couleur, avait quitté son visage. Non pas pâle. Mais gris. De la teinte du béton des trottoirs, en janvier. Ses mains tremblaient. La boucle d'oreille en perles sur son oreille gauche, tremblait d'une vibration que j'étais la seule à pouvoir percevoir d'aussi près. C'est ridicule, a-t-elle crié dans la pièce. Sa voix s'est brisée sur le deuxième mot. La même cassure, que la mienne avait eue à 18 ans. Debout dans sa cuisine avec une lettre d'acceptation. C'est un malentendu. Elle n'est pas. Vous ne comprenez pas ce qu'elle est vraiment. Personne ne lui a répondu. Personne n'a bougé pour l'aider. Un invité à une table de devant a posé doucement sa serviette, et s'est reculé de l'orbite de Diane. Comme si la proximité elle-même, était devenue quelque chose à éviter. La salle l'a regardé, puis m'a regardé. Et le calcul, était fait. Émilie se tenait à côté de sa mère. Figée. Une main reposant toujours sur la rose blanche, épinglée à sa robe. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pris la défense d'aucun des deux côtés. Elle n'a pas bougé. La rose blanche, a soudainement semblé avoir été empruntée, à des funérailles que personne n'avait planifiées. Je n'ai pas dit un mot. Pas un seul. Je suis resté assise à ma table. Les mains à plat sur la nappe. Respirant par série de 4. Et j'ai laissé la vérité faire ce que fait la vérité. Quand vous l'avez enfermée dans une pièce pendant 20 ans. Et que quelqu'un finit par défoncer la porte. Je ne suis pas resté pour les retomber. Je suis sorti du hall, alors que la voix de Diane, s'élevait encore derrière moi. Mes talons claquaient sur le marbre. Chaque pas, résonnait dans un couloir qui sentait la graisse de traiteur, et le shampoing pour moquette. Je ne me suis pas retourné. J'ai poussé les portes vitrées, pour accéder au parking. Et l'air nocturne, a frappé mon visage, comme de l'eau froide. Le trajet de retour a été calme. Pas de radio, pas d'appel téléphonique, pas de tour d'honneur. Juste un soulagement si profond, qu'il semblait géologique. Comme une plaque de pression, qui se déplace après des années de poids accumulés. Mon téléphone s'est allumé, sur le siège passager. Le nom de Daniel. Vous êtes parti, avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, disait son message. Tu as déjà dit, tout ce qui devait l'être, ai-je tapé en réponse. J'ai posé le téléphone face vers le bas. Et j'ai conduit le reste du chemin en silence. À 8h14 le lendemain matin, on a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel. Je l'ai ouverte pour trouver Diane. Debout dans le couloir. Portant la même robe de la fête. Froissée maintenant. La fermeture éclair tirant sur les coutures. Une des boucles d'oreilles en perles, manquante. Son mascara avait migré en de sombres croissants, sous ses yeux. Ses cheveux, ce parfait chignon d'hier, s'était effondré d'un côté. Elle ressemblait à une femme, qui avait passé la nuit à essayer de reconstruire une maison, qui avait déjà été réduite à ses fondations. Elle sentait le champagne éventé, la panique. Et quelque chose d'acide sous les deux. Tu m'as humilié, a-t-elle dit.
Je n'ai pas dit un seul mot. Ma voix était plate. Clinique. La cadence d'un débriefing après action, où les faits ont déjà été consignés. Tout a simplement été rectifié. Elle a essayé la vieille méthode. Sa voix s'est adoucie. Descendant dans le registre qu'elle utilisait, lorsque la culpabilité était son arme de prédilection. Le même ton qu'elle avait utilisé, 1000 fois auparavant. La voix qui disait « Je ne fais ça, que parce que je t'aime ». Juste avant, qu'elle ne retire autre chose. « Je suis ta mère, allez. » Alors agis comme telle. Je l'ai dit sans agressivité, sans colère. Juste comme un fait. Silence. Le néon du couloir bourdonnait. En dessous de nous, la porte d'un voisin s'est ouverte, puis refermée. Quelque part dans la rue, une alarme de voiture a retenti 2 fois, et s'est arrêtée. As-tu la moindre idée de ce qui s'est passé après ton départ, la nuit dernière, a dit Diane. Son calme craquait maintenant. Ce n'était plus de la rage. Mais quelque chose de pire. Du désespoir. Les gens me fixaient. Émilie pleurait dans les toilettes. Ton oncle roi m'a appelé à minuit, pour me demander ce que tu avais bien pu faire, pendant 20 ans, bon sang. Oncle roi. L'homme qui m'avait serré l'épaule, à l'enterrement de papa. La seule personne qui m'avait touché, ce jour-là. J'ai gardé ça en mémoire. Je veux des limites, ai-je dit. À partir de maintenant. Tu ne parles pas en mon nom. Tu ne représentes pas ma carrière, mon nom, ou mes choix auprès de qui que ce soit. Pas auprès d'Émilie. Pas auprès des voisins. Pas auprès de tes contacts de blogs d'infos locaux. Pas auprès de l'oncle roi. Auprès de personne. Sa mâchoire s'est serrée. Et la maison. Je n'ai pas signé ton transfert. À la place, mon avocat a déposé des papiers hier soir, pour transférer ma part de 50% de la propriété, dans un fonds de bourse d'études distinct. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. Les pupilles se contractant. Comme quelqu'un qui regarderait un document, qu'il ne s'attendait pas à recevoir. Tu peux continuer à y vivre. Mais tu paieras un loyer au prix du marché, sur ma moitié. Chaque euro de ce loyer, ira dans un fonds, pour les familles des militaires tombés au combat. Le fonds porte le nom des personnes qui ont tout donné. Et qui sont rentrées chez elles sans rien. Ou qui ne sont pas rentrées du tout. Tu peux pas faire ça. C'était à ton père. Ça l'était. Et papa a passé sa vie, à servir des gens qui ne pouvaient pas se servir eux-mêmes. C'est ce qu'il aurait voulu. Si tu ne paies pas le loyer sur ma moitié, la fiducie force la vente de la propriété. À toi de choisir. Diane m'a fixé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose sur son visage, qui n'était ni du contrôle, ni du mépris, ni une performance. C'était l'expression d'une femme, se tenant dans l'embrasure d'une porte qu'elle ne pouvait pas fermer. Parce que c'est elle-même qui l'avait ouverte. J'ai fait un pas en arrière dans ma chambre. La porte s'est refermée doucement derrière moi. Mais la serrure a tourné avec un clic, qui était plus fort que tout ce que j'avais dit, en 20 ans. 3 mois plus tard, une lettre est arrivée. Enveloppe blanche toute simple, pas d'adresse d'expéditeur. L'écriture était mal assurée, et serrée. La plume de quelqu'un qui n'avait pas écrit à la main, depuis très longtemps. Merci de vous souvenir de nous. Elle provenait de la mère d'un caporal des marines, tué dans la province du Helmand, en 2011. Son fils avait 22 ans. La bourse financée par le loyer de la maison du lac, la fiducie que j'avais bâtie à partir de la propriété que mon père avait reconstruite de ses propres mains. Venait de payer le premier semestre d'école d'infirmière, de sa plus jeune fille. 3 phrases, sur du papier de cahier ligné. Je les ai lues 3 fois. Puis une 4e. J'ai pensé à mon père. La clé à douille du garage dans ma main. L'huile de moteur sous mes ongles. Les copeaux de cèdre dans la boîte à café. La façon dont il avait essuyé ses mains sur le chiffon, avant de me dire la chose la plus vraie, que quiconque m'ait jamais dite. J'ai repensé au verset qu'il répétait, sur le pas de la porte, à chaque fois que je partais. Sois forte et courageuse. Ne sois pas effrayée. Car tu ne marcheras jamais seule. Pendant 20 ans. Ces mots avaient été une corde, à laquelle je m'étais accroché dans l'obscurité. À travers chaque déploiement. Chaque quart sans sommeil. Chaque appel téléphonique qui se terminait par un clic,
ou une tonalité d'occupation. Debout dans mon appartement maintenant, tenant la gratitude d'une étrangère. Ces mots n'étaient plus une bouée de sauvetage. Ils étaient simplement la vérité. Et la vérité avait cessé de faire mal. Le téléphone a sonné. Reyes. Sa voix a résonné, de la même façon que d'habitude. Du gravier chaud. Sans chichi. L'équivalent vocal d'un café noir, à 3 heures du matin. J'ai entendu parler de ton petit événement familial, a-t-il dit. Par un copain, qu'il a entendu d'un autre copain. Tu sais comment fonctionne le réseau. Je sais. Cecil Carter. C'est un homme bien. J'ai entendu dire qu'il n'avait pas hésité. Non, il ne l'a pas fait. Je te l'avais dit, non? Un rire grave. Le champ de bataille le plus dangereux. N'est pas outre-mer, j'ai ri aux éclats. Pas le son contrôlé, et mesuré, que je m'étais entraîné à produire, lors des dîners et des cérémonies de promotion. Dans chaque réunion de famille, où j'avais joué le rôle de la fille silencieuse, qui avait fait des choix non conventionnels. Un vrai rire. Détendu. Sans garde. Le son d'une femme, qui avait enfin cessé de jouer la comédie, pour un public qui ne prêtait de toute façon pas attention. Vous me l'avez dit, en effet, ai-je répondu. Et j'aurais dû écouter plus attentivement. Tu as très bien écouté. Tu devais juste le confirmer à la dure. C'est comme ça que les soldats apprennent. Un soldat? Quelle honte. Les mots de ma mère. Je pouvais encore les entendre. Mais de la même façon dont on ressent une vieille cicatrice, quand le temps change. De la pression, pas de la douleur. Ce qui résonnait plus fort, c'était le bruit de talons qui claquaient, dans une salle de réception. Une voix qui ne tremblait pas. Un homme qui avait fait la guerre. Se tenant au garde à vous, devant 212 étrangers. Pour rappeler à la pièce, quelque chose que ma mère avait passé 2 décennies, à enfouir. Le respect n'a pas besoin d'un microphone. Il n'a pas besoin d'une scène, d'un public. Ni d'un général 4 étoiles, sur un écran. Il a besoin d'une personne prête à rester debout, quand personne ne regarde. J'ai posé la lettre sur la table de ma cuisine. À côté d'une tasse de café encore chaude. La lumière du matin, filtrait à travers la fenêtre, et illuminait le bord du papier. Je n'avais pas besoin de la permission de ma mère. Je n'avais pas besoin de la reconnaissance d'Émilie. Je n'avais pas besoin des applaudissements d'une pièce pleine de gens, qui avaient passé la soirée à boire du champagne. Et à faire semblant de ne pas remarquer mon existence. J'avais juste besoin, de tenir bon. De la façon dont mon père me l'avait appris, dans un garage qui sentait l'huile et la sueur. De la façon dont la mère l'exigeait, chaque nuit passée de quart. De la façon dont je l'avais toujours fait. Même quand personne ne regardait. Surtout quand personne ne regardait. Je n'ai pas besoin d'une estrade ou d'un salut militaire, pour connaître ma valeur. J'ai juste besoin de tenir bon, quand personne ne regarde. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Et si jamais votre famille a compté quelqu'un qui a été ignoré pendant des années, parlez-m'en.